Le Wendigo par Algernon Blackwood. Un nombre considérable de parties de chasse furent organisées cette année-là sans qu'on découvre, ne serait-ce qu'une piste fraîche. Car les originaux étaient exceptionnellement farouches, et les divers Nimrods rentrèrent au sein de leurs familles respectives avec les meilleures excuses que les faits de leur imagination purent leur suggérer. Le docteur Cathcart, entre autres, revint sans trophée, mais il apporta à la place le souvenir d'une expérience dont il affirme qu'elle valait tous les grands mâles jamais abattus. Mais Cathcart, d'Aberdeen, s'intéressait à d'autres choses que les originaux, entre autres, aux caprices de l'esprit humain. Cette histoire particulière, toutefois, ne trouva aucune place dans son ouvrage sur l'hallucination collective, pour la simple raison, comme il le confia un jour à un collègue, qu'il y joua lui-même un rôle trop intime pour pouvoir porter un jugement compétent sur l'ensemble de cette affaire. Outre lui-même et son guide, Hank Davis, il y avait le jeune Simpson, son neveu, étudiant en théologie destiné à la Weekirk, et alors en visite pour la première fois dans les forêts canadiennes, ainsi que le guide de ce dernier, Defago. Joseph Defago était un canuck, français, qui avait quitté sa province natale de Québec des années auparavant et s'était retrouvé à Radportage, lors de la construction du Canadien Pacifique. Un homme qui, en plus de sa connaissance incomparable de la vie des bois et de la brousse, savait chanter les vieilles chansons des voyageurs et raconter d'excellentes histoires de chasse. Il était en outre profondément sensible à ce sortilège singulier que la nature sauvage exerce sur certaines natures solitaires, et il aimait ces solitudes avec une passion romantique qui confinait presque à l'obsession. La vie des bois l'enchantait, d'où sans doute son efficacité exceptionnelle à en percer les mystères. Pour cette expédition, il avait été choisi par Hank. Hank le connaissait et jurait par lui. Il jurait aussi contre lui, comme un camarade le ferait, et comme il possédait un vocabulaire d'injures pittoresques, quoique totalement dénué de sens, les conversations entre les deux robustes hommes des bois étaient souvent d'une animation certaine. Toutefois, Hank accepta de contenir quelque peu ce flot d'exclamations par respect pour son ancien patron de chasse, le docteur Cathcart, qu'il appelait naturellement Doc, et aussi parce qu'il savait que le jeune Simpson était là et déjà un petit peu pasteur. Il n'avait cependant qu'un seul reproche à faire à Defago. Celui-ci montrait parfois ce que Hank appelait les productions d'un sacré esprit sombre et maudit, ce qui signifiait apparemment qu'il lui arrivait d'être fidèle à son type, le type latin, et de sombrer dans des accès de morosité silencieuse où rien ne pouvait le pousser à parler. Defago, autrement dit, était imaginatif et mélancolique. Et en règle générale, c'était un séjour trop prolongé en civilisation qui provoquait ces accès. Quelques jours passés dans la nature suffisaient, invariablement, à les guérir. C'était donc ce groupe de 4 hommes qui se trouvait installé au campement la dernière semaine d'octobre de cette année farouche d'animaux, loin au nord de Radportage, dans une région sauvage et abandonnée. Il y avait aussi Punk, un Indien qui avait accompagné le docteur Cathcart et Hank lors de leurs précédentes expéditions, et qui faisait office de cuisinier. Sa tâche consistait simplement à rester au camp, pêcher et préparer des steaks de venaison et du café à tout moment. Il portait les vieux vêtements que lui laissaient ses anciens employeurs, et à part ses cheveux noirs et rêches et sa peau sombre, il ressemblait dans ses habits de ville à un véritable peau-rouge, autant qu'un noir de théâtre ressemble à un Africain authentique. Pourtant, Punk conservait encore les instincts de sa race désormais mourante, son silence taciturne, son endurance et aussi sa superstition. Le groupe rassemblé autour du feu flamboyant ce soir-là était abattu. Une semaine s'était écoulée sans le moindre signe récent d'animal. Defago avait chanté et commencé une histoire, mais Hank, de mauvaise humeur, lui avait si souvent reproché de bousiller les faits que le Français avait fini par se renfermer dans un silence boudeur que rien ne semblait pouvoir rompre. Le docteur Cathcart et son neveu étaient épuisés après une journée harassante. Punk lavait la vaisselle sous un abri de branches où il dormirait ensuite. Personne ne prit la peine
d'alimenter le feu qui s'éteignait lentement. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans un ciel déjà hivernal, et le vent était si faible que la glace commençait à se former furtivement le long des rives du lac immobile derrière eux. Le silence de la vaste forêt attentive s'avança et les enveloppa. Hank rompit soudain le silence de sa voix nasillarde. « Je suis d'avis que on change de secteur demain, Doc. On n'a aucune chance ici. » « Entendu. C'est une bonne idée, Hank. Sûr que c'est une bonne idée. Supposez que vous et moi on parte à l'ouest vers Garden Lake pour changer. Aucun de nous n'a encore exploré ce coin. Je suis avec toi. Et toi, Defago, tu emmènes M. Simpson dans le petit canot, tu traverses le lac, tu fais un portage avec 50 Island Water et tu jettes un coup d'œil sur la rive sud. Les animaux s'y regroupaient comme des diables l'an dernier, et rien ne dit qu'ils recommenceront pas juste pour nous embêter. Defago gardait les yeux fixés sur le feu et ne répondait rien. Il était sans doute encore vexé de l'interruption de son histoire. Personne n'est allé par là cette année, et je parie mon dernier dollar que c'est vrai, ajouta Hank avec insistance, comme s'il avait une bonne raison de l'affirmer. Il lança un regard aigu à son compagnon. Vous feriez bien d'emporter la petite tente en soie et de rester de nuit dehors, conclut-il, comme si la décision était prise. Car Hank était reconnu comme l'organisateur général de la chasse et le chef du groupe. Il était évident pour tous que Defago n'accueillait pas ce plan avec enthousiasme, mais son silence semblait exprimer quelque chose de plus qu'un simple désaccord. Et une expression étrange passa sur son visage sensible, comme un éclair. Pas assez rapide toutefois, pour que les trois hommes ne la remarquent pas. Il a eu peur, pour une raison quelconque, dit Simpson plus tard dans la tente qu'il partageait avec son oncle. Le docteur Cathcart ne répondit pas immédiatement, bien que ce regard l'eût suffisamment intrigué pour qu'il en prenne mentalement note. Cette expression lui avait causé une vague inquiétude dont il ne parvenait pas à expliquer l'origine. Mais Hank, bien sûr, l'avait remarqué le premier, et chose étrange, au lieu de s'emporter contre la réticence de l'autre, il se mit aussitôt à le ménager. Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle personne n'est allé là-bas cette année. Pas celle que tu crois en tout cas. L'an dernier, c'était les incendies qui ont tenu les gens éloignés, et cette année, eh bien, ça s'est fait comme ça, c'est tout. Son attitude se voulait manifestement rassurante. Joseph Defago leva les yeux un instant, puis les baissa de nouveau. Une bouffée de vent s'échappa de la forêt et ranima les braises en une brève flambée. Le docteur Cathcart remarqua encore une fois l'expression sur le visage du guide, et une fois de plus, elle lui déplut. Mais cette fois, sa nature se révéla clairement. Dans ses yeux, l'espace d'un instant, il aperçut la lueur d'un homme terrifié jusque dans son âme. Cela le troubla, plus qu'il ne voulait l'admettre. « Est-ce qu'il y aurait des Indiens hostiles par là ?» demanda-t-il en riant, pour détendre l'atmosphère, tandis que Simpson, trop fatigué pour remarquer ses subtilités, se dirigeait vers le lit en bâillant prodigieusement. « Ou bien quelque chose qui ne va pas dans cette région, Defago ?» ajouta-t-il, lorsque son neveu fut hors de portée. Hank soutint son regard avec moins de franchise que d'habitude. « Il a juste peur. Mort de peur à cause d'une vieille histoire de bonne femme, hein, camarade ?» Et il donna à Defago un petit coup de pied amical, chaussé de mocassins. Defago leva brusquement la tête comme tiré d'une rêverie qui ne l'avait cependant pas empêché de suivre tout ce qui se passait autour de lui. Peur. Foutaise. Y a rien dans les bois qui peut me faire peur, et vous feriez bien de vous en souvenir. Et l'énergie naturelle avec laquelle il parlait rendait impossible de savoir s'il disait toute la vérité ou seulement une partie. Hank se tourna vers le docteur. Il allait ajouter quelque chose lorsqu'il s'interrompit brusquement et regarda autour de lui. Un bruit, tout près, derrière eux, dans l'obscurité, les fit sursauter tous les trois. C'était le vieux Punk, qui s'était approché de son abri pendant qu'il parlait et se tenait maintenant là, juste à la limite du cercle de lumière, en train d'écouter. « Une autre fois, Doc », murmura Hank, en clignant de l'œil.
quand la galerie ne sera pas descendue dans la salle. Puis, se levant d'un bond, il tapa l'Indien dans le dos et cria bruyamment « Viens donc près du feu et réchauffe-toi un peu ta vieille peau rouge. » Il l'entraîna vers les flammes et jeta du bois dessus. « Tu nous as fait un sacré bon repas, il y a 1 heure ou 2. Et c'est pas chrétien de te laisser geler là-bas pendant qu'on se grille. » Punk s'approcha et réchauffa ses pieds, souriant sombrement à la volubilité de l'autre qui ne comprenait qu'à moitié sans rien dire. Et bientôt le docteur Cathcart, voyant que toute conversation devenait impossible, suivit l'exemple de son neveu et se dirigea vers la tente, laissant les 3 hommes fumer devant le feu maintenant ravivé. Il n'est pas facile de se déshabiller dans une petite tente sans réveiller son compagnon, et Cathcart, malgré ses 50 ans passés, robuste et sanguin, fit ce que Hank aurait appelé une bonne partie de sa toilette au crépuscule, dehors. Il remarqua alors que Punk était retourné à son abri et que Hank et Defago s'étaient lancés dans une discussion animée, ou plutôt un duel de marteau et d'enclume, le petit Canadien français étant l'enclume. La scène ressemblait fort à un tableau de mélodrame de l'Ouest, le feu éclairant leurs visages par taches rouges et noires, Defago en chapeau mou et mocassin dans le rôle du bandit, Hank, visage ouvert et tête nue, avec cette allure désinvolte, héros honnête et trompé, et le vieux Punk en arrière-plan écoutant en cachette et apportant une atmosphère de mystère. Le docteur sourit en remarquant ces détails, mais en même temps quelque chose au fond de lui, il ne savait pas quoi, se contracta légèrement comme si un souffle d'avertissement presque imperceptible avait effleuré la surface de son âme avant de disparaître. Cela provenait sans doute de cette expression effrayée qu'il avait vue dans les yeux de Defago. Sans doute. Car cette émotion fugitive échappait autrement à son analyse habituellement si précise. Defago, en tout cas, pourrait causer des ennuis, d'une manière ou d'une autre. Il observa encore les 2 hommes un instant avant de se glisser dans la tente étouffante où Simpson dormait déjà profondément. Hank, vit-il, jurait comme un forcené, mais il s'agissait de jurons affectueux. Les imprécations ridicules fusaient librement maintenant que la cause de leur retenue dormait. Bientôt, il posa presque tendrement la main sur l'épaule de son camarade, et tous 2 s'éloignèrent ensemble vers les ombres où leur tente se devinait à peine. Punk, lui aussi, peu après, suivit leur exemple et disparut dans ses couvertures malodorantes de l'autre côté. Le docteur Cathcart se coucha à son tour, la fatigue et le sommeil luttant encore dans son esprit avec une curiosité obscure de savoir ce qui avait à ce point effrayé Defago dans la région de 50 Island Water, se demandant aussi pourquoi la présence de Punk avait empêché Hank d'achever ce qu'il voulait dire. Mais le sommeil finit par l'emporter. Il saurait demain. Hank lui raconterait l'histoire pendant qu'il traquerait l'insaisissable gibier. Un profond silence s'abattit sur le petit camp, installé avec une audace presque insolente dans les mâchoires de la nature sauvage. Le lac brillait comme une plaque de verre noir sous les étoiles. L'air froid piquait. Dans les courants nocturnes qui s'écoulaient silencieusement des profondeurs de la forêt, apportant des messages des crêtes lointaines et des lacs commençant à geler, se mêlaient déjà les odeurs froides et âpres de l'hiver à venir. Les hommes blancs à l'odorat émoussé ne les auraient jamais perçus. Le parfum du feu de bois aurait masqué ces indices presque électriques de mousse, d'écorce et de marécages durcissants à 100 miles de distance. Même Hank et Defago, pourtant en subtile communion avec l'âme des bois, auraient probablement écarté en vain leurs narines délicates. Mais 1 heure plus tard, alors que tous dormaient comme des morts, le vieux Punk se glissa hors de ses couvertures et descendit vers la rive du lac telle une ombre, silencieux comme seul le sang indien sait l'être. Il leva la tête et regarda autour de lui. D'épaisse obscurité rendait la vue presque inutile, mais comme les animaux, il possédait d'autres sens que la nuit ne pouvait étouffer. Il écouta, puis renifla l'air. Immobile comme un tronc de pruche, il resta là. Après 5 minutes, il releva la tête et renifla encore, puis une 3e fois. Un frisson subtil, trahissant des nerfs extraordinaires sans en montrer le moindre signe extérieur, le parcourut tandis qu'il goûtait l'air vif. Puis, fondant sa silhouette dans l'obscurité environnante comme seuls les hommes sauvages et les animaux savent le faire, il se retourna
se déplaça furtivement et regagna son abri et son lit. Peu après, il dormait tandis que le changement de vent qu'il avait pressenti agitait doucement le reflet des étoiles à la surface du lac. Se levant loin au-delà de 50 Island Water, il venait de la direction vers laquelle il avait regardé, et il passa au-dessus du camp endormi avec un murmure faible et soupirant à travers les cimes des grands arbres. Il y avait avec lui, le long des chemins déserts de la nuit, trop faibles, trop élevés même pour les nerfs subtils de l'Indien, passa une odeur étrange et ténue, profondément troublante, une odeur de choses inconnues, totalement inconnues. Le Canadien français et l'homme au sang indien remuèrent tous deux légèrement dans leur sommeil à ce moment-là, sans pourtant se réveiller. Puis le fantôme de cette odeur inoubliable passa et se perdit dans les immensités désertes de la forêt. Le matin, le camp s'anima avant le lever du soleil. Une légère neige était tombée pendant la nuit et l'air était vif. Punk avait accompli son devoir de bonne heure car l'odeur du café et de bacon frit atteignait chaque tente. Tous étaient de bonne humeur. « Le vent a tourné !» cria Hank avec vigueur, regardant Simpson et son guide charger déjà le petit canot. « Il souffle à travers le lac. Parfait pour vous autres. Et la neige va faire de super pistes. S'il y a du gibier dans le coin, ils n'auront même pas votre odeur avec ce vent-là. Monsieur Defago, bonne chance à vous. » Defago rendit les vœux, apparemment de très bonne humeur. Son silence de la veille, apparemment envolé. Avant 8 heures, le vieux Punk eut le camp pour lui seul. Cathcart et Hank étaient déjà loin sur le sentier menant à l'ouest, tandis que le canot emportant Defago et Simpson, avec la tente en soie et des provisions pour 2 jours, n'était plus qu'un point sombre oscillant sur la surface du lac, se dirigeant plein est. La fraîcheur hivernale de l'hiver était maintenant tempérée par un soleil qui dépassait les crêtes boisées et répandait une chaleur somptueuse sur le monde de lacs et de forêts en contrebas. Des huards glissaient à travers les éclaboussures scintillantes soulevées par le vent. Des plongeons secouaient leur tête ruisselante avant de disparaître à nouveau. Et à perte de vue s'étendaient les immenses forêts désolées dans leur solitude majestueuse, foulées par aucun pied humain, déroulant leur tapis ininterrompu jusqu'au rivage gelé de la baie d'Hudson. Simpson, qui voyait tout cela pour la première fois en pagayant à l'avant du canot, dansant, était émerveillé par cette beauté austère. Son cœur s'emplissait du sentiment de liberté et d'immensité comme ses poumons se remplissaient de l'air frais et parfumé. Derrière lui, à l'arrière, chantant les fragments de chants de son pays, Defago dirigeait l'embarcation d'écorce de bouleau comme une chose vivante, répondant gaiement aux questions de son compagnon. Tous deux étaient joyeux et légers. En de telles circonstances, les distinctions superficielles disparaissent. Les hommes deviennent simplement des êtres humains travaillant ensemble vers un but commun. Simpson, l'employeur, Defago, l'employé, n'étaient plus que 2 hommes, le guide et le guidé. Le savoir supérieur prenait naturellement le dessus, et le jeune homme accepta sans hésitation cette position quasi subordonnée. Il ne songea jamais à protester lorsque Defago laissa tomber le « monsieur » pour l'appeler simplement « Dis donc, Simpson » ou « Simpson, patron », comme il le fait toujours, avant même qu'il atteigne l'autre rive, après 12 milles d'un rude coup de pagaie contre le vent. Simpson en riait même, et cela lui plaisait. Puis, il cessa, tout simplement, d'y prêter attention. Car cet étudiant en théologie était un jeune homme de valeur et de caractère, bien que, bien sûr, encore un petit peu voyageur, et durant ce voyage, la première fois qu'il voyait un autre pays que le sien, et la petite Suisse, l'échelle immense des choses le déconcertait quelque peu. Il comprenait qu'il y a loin entendre parler de forêts primitives et les voir réellement, et y vivre, y chercher à connaître leur vie sauvage, constituait une initiation qu'aucun homme intelligent ne pouvait subir, sans voir se modifier certaines valeurs personnelles qu'il croyait jusque-là immuables et sacrées. Simpson ressentit la première indication de cette émotion lorsqu'il prit en main son fusil neuf de calibre 303 et en contempla 2 canons impeccables et brillants. Les 3 jours de voyage qu'au camp principal, à travers lacs et portages, avaient encore approfondi ce sentiment,
Et maintenant qu'il allait pénétrer au-delà même de la lisière de la nature sauvage où il campait, au cœur vierge de régions inhabitées aussi vastes que l'Europe elle-même, la véritable nature de la situation s'imposa à lui avec un mélange de délices et de crainte que son imagination était parfaitement capable d'apprécier. Lui et Défago, face à une multitude, ou plutôt, face à un titan. La grandeur austère de ces forêts reculées et solitaires l'écrasait du sentiment de sa propre petitesse. Cette qualité implacable des bois qu'on ne peut décrire que comme terrible et sans pitié se dégageait de ces masses bleutées à l'horizon et se révélait à lui. Il comprit l'avertissement silencieux et réalisa son impuissance totale. Seul Défago, symbole d'une civilisation lointaine où l'homme règne encore, se dressait entre lui et une mort impitoyable par épuisement et famine. C'est pourquoi il ressentit une étrange excitation en voyant Défago retourner le canot sur la rive, glisser soigneusement les pagaies dessous, puis marquer les troncs d'épinettes de chaque côté d'un sentier presque invisible, en lançant négligemment. « Dis donc, Simpson, s'il m'arrive quelque chose, tu retrouveras le canot grâce à ces marques. Ensuite, tu marches plein ouest, vers le soleil, pour retrouver le camp. Compris ?» C'était la chose la plus naturelle du monde à dire, et il la prononça sans la moindre inflexion particulière, mais elle exprimait à cet instant les émotions du jeune homme d'une manière symbolique, de la situation et de sa propre impuissance. Il était seul avec Défago, dans un monde primitif, voilà tout. Le canot, autre symbole de la domination humaine, allait être abandonné. Ces petites entailles jaunes dans l'écorce des arbres seraient les seuls indices de sa cachette. Entre-temps, chargeant leurs sacs sur leurs épaules, chacun portant son fusil, ils suivirent le sentier étroit, à travers rochers, troncs abattus et marécages à demi gelés, longeant de nombreux petits lacs qui parsemaient la forêt comme des gemmes, leurs rives bordées de brume, et vers 5 heures, ils se trouvèrent soudain au bord des bois, contemplant une vaste étendue d'eau, parsemée d'îles couvertes de pins de toutes formes et de toutes tailles. 50 Island Water, et le soleil s'apprête à y plonger sa vieille tête chauve, annonça Défago avec une poésie inconsciente. Aussitôt, il se mirent à installer le camp pour la nuit. En quelques minutes à peine, sous ses mains expertes, qui ne faisaient jamais un geste de trop ni de moins, la tente de soie fut dressée, tendue et confortable, des lits de branches de sapin préparés, et un feu de cuisson vif brûlait avec un minimum de fumée, tandis que le jeune Écossais nettoyait les poissons qu'ils avaient pêchés en traînant une ligne derrière le canot. Défago déclarait qu'il allait faire un tour dans les bois pour chercher des traces de gibier. Je pourrais tomber sur un tronc où ils se sont frottés les bois, ou en train de manger les dernières feuilles d'érable. La petite silhouette se fondit dans le crépuscule comme une ombre, et Simpson remarqua avec admiration combien la forêt semblait l'absorber avec aisance. Quelques pas, à peine, et il n'était plus visible. Pourtant, il y avait peu de broussailles à cet endroit, les arbres étaient espacés, bien dégagés. Dans les clairières poussaient des bouleaux argentés, des érables, fins et élancés, contrastant avec les troncs immenses des épinettes et des prûches. Sans quelques géants abattus et des rochers gris surgissant çà et là, cela aurait presque pu passer pour un parc d'Europe. On aurait dit, presque, l'œuvre de l'homme. Mais un peu plus à droite s'étendait une vaste zone brûlée sur des miles, révélant sa véritable nature. Une terre ravagée par les incendies de l'année précédente, où les troncs calcinés se dressaient noirs et sinistres, privés de branches, comme d'énormes têtes d'allumettes plantées dans le sol. Sauvages et désolés au-delà des mots. Une légère odeur de charbon et de cendres humides flottait encore dans l'air. Le crépuscule s'épaississait rapidement. Les clairières s'assombrissaient, le crépitement du feu et le clapotis de petites vagues sur la rive rocheuse étaient les seuls sons perceptibles. Le vent était tombé avec le soleil et dans ce vaste monde de branches, rien ne bougeait. À tout instant, semblait-il, les dieux de la forêt, qui ne se révèlent que dans le silence et la solitude, pouvaient étendre leurs formes immenses et terrifiantes entre les arbres. Devant eux, à travers des ouvertures encadrées par de hauts troncs droits, s'étendait 50 Island Water,
Un lac en forme de croissant d'environ 15 miles de long et peut-être 5 miles de large à l'endroit où il campait. Un ciel de rose et de safran plus limpide que tout ce que Simpson avait jamais connu répandait encore ses pâles lueurs sur ces eaux, où les îles, une centaine sans doute plutôt que 50, flottaient comme des barques féeriques d'une flotte enchantée. Bordée de pins dont les cimes effleuraient à peine le ciel, elle semblait presque s'élever à mesure que la lumière diminuait, comme prête à lever l'ancre pour naviguer dans les chemins célestes plutôt que sur les courants de leur lac solitaire. Et des bandes de nuages colorés comme des étendards flottants signalaient leur départ aux étoiles. La beauté du paysage était étrangement exaltante. Simpson fumait le poisson et se brûlait les doigts en essayant à la fois d'en profiter et de surveiller la poêle et le feu. Pourtant, au fond de son esprit persistait cet autre aspect de la nature sauvage, son indifférence à la vie humaine, son esprit impitoyable de désolation qui ne tenait aucun compte de l'homme. Le sentiment de la solitude absolue, maintenant que même Defago était parti, s'imposa à lui lorsqu'il regarda autour de lui et tendit l'oreille dans l'attente des pas de son compagnon. Il y avait du plaisir dans cette sensation, mais aussi une inquiétude parfaitement compréhensible, et instinctivement une pensée surgit. Que ferais-je? Que pourrais-je faire s'il lui arrivait quelque chose et qu'il ne revenait pas? Ils prirent ensuite leur repas bien mérité, mangeant d'énormes quantités de poissons et buvant du thé sans lait, assez fort pour terrasser un homme qui n'aurait pas parcouru 30 miles de terrain difficile en se nourrissant à peine. Puis, une fois le repas terminé, ils fumèrent et racontèrent des histoires autour du feu flamboyant, riant, étendant leurs membres fatigués et discutant des plans pour le lendemain. Defago était de très bonne humeur, bien que déçu de n'avoir trouvé aucune trace de gibier, mais il faisait déjà nuit, et il n'était pas allé bien loin. La zone brûlée était difficile à parcourir. Ses vêtements et ses mains étaient couverts de suie. Simpson, en observant, prit une conscience encore plus vive de leur situation. Seuls tous deux dans la nature sauvage. Defago, ces bois, tu sais, ils sont un peu trop vastes pour qu'on s'y sente vraiment chez soi. Enfin, je veux dire, à l'aise, non ? Il exprimait simplement l'humeur du moment, mais il ne s'attendait pas à la gravité avec laquelle le guide lui répondit. « Tu as parfaitement raison, Simpson. Il n'y a pas de fin à ces bois, aucune fin. Il y en a beaucoup qui l'ont découvert et qui en ont perdu la tête. » Le sérieux du guide ne plut pas vraiment à Simpson. Il était un peu trop suggestif pour un tel décor. Il regretta même d'avoir abordé le sujet. Il se souvint soudain que son oncle lui avait parlé de ces hommes frappés par une étrange fièvre de la nature sauvage, lorsque l'attrait des solitudes inhabitées les saisissait si violemment qu'ils partaient à moitié fascinés, à moitié égarés vers leur mort. Et il avait la nette impression que son compagnon appartenait en partie à ce type étrange. Il orienta la conversation vers d'autres sujets. Hank, le docteur, leur rivalité pour être le premier à apercevoir un gibier. Ils sont partis vers l'ouest. Il y a 60 miles entre eux et nous maintenant, avec le vieux punk au milieu, en train de se goinfrer de poissons et de café. Ils rirent tous deux à cette image, et la simple mention de ces 60 miles rappela à Simpson l'immensité prodigieuse de ce territoire. 60 miles n'étaient qu'un pas, 200 à peine plus. Des histoires de chasseurs perdus lui revinrent à l'esprit. La passion et le mystère des hommes errants séduits par la beauté des grandes forêts traversèrent son âme d'une manière trop vive pour être agréable. Il se demanda vaguement si ce n'était pas l'humeur de son compagnon qui favorisait ses pensées. « Chante-nous une chanson, Defago, si tu n'es pas trop fatigué. Une de ces vieilles chansons de voyageurs que tu chantais l'autre soir. » Il lui tendit sa blague à tabac, alluma sa pipe, tandis que le Canadien, sans se faire prier, laissa s'élever sa voix légère au-dessus du lac, en l'une de ces mélodies plaintives et mélancoliques que les bûcherons et trappeurs chantent pour alléger leur travail. Il y avait dans ce chant une saveur romantique et nostalgique, évoquant l'époque de pionniers, lorsque les Indiens et la nature sauvage formaient encore une alliance, que les combats étaient fréquents,
et que le vieux monde semblait infiniment lointain. Le son se propageait agréablement au-dessus de l'eau, mais la forêt derrière eux semblait l'engloutir d'un seul coup, sans lui laisser ni écho, ni résonance. C'est au milieu du troisième couplet que Simpson remarqua quelque chose d'étrange, quelque chose qui ramena brusquement ses pensées à la réalité. Un changement curieux s'était produit dans la voix de l'homme. Avant même de comprendre ce que c'était, une inquiétude le saisit. Levant rapidement les yeux, il vit que Défago, tout en chantant encore, scrutait la forêt autour de lui, comme s'il entendait ou voyait quelque chose. Sa voix affaiblie, devint un murmure, puis s'éteignit complètement. Au même instant, avec une vivacité étonnante, il se leva d'un bond et resta debout, reniflant l'air, comme un chien à flairer le gibier. Il aspirait l'air par brèves inspirations rapides, se tournant vivement dans toutes les directions, puis finit par pointer vers la rive du lac à l'est. La scène était à la fois désagréablement suggestive et étrangement dramatique. Le cœur de Simpson se mit à battre de façon désordonnée en le regardant. « Bon sang, tu m'as fait sursauter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur ?» Avant même d'avoir terminé sa question, il sut qu'elle était stupide. N'importe quel homme doté Dieu pouvait voir que le Canadien était devenu livide jusqu'au fond des joues. Ni le hâle, ni la lumière du feu ne pouvaient masquer cela. Le jeune homme sentit ses genoux faiblir légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens quelque chose? Un animal ou quelque chose d'étrange? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La forêt les encerclait de sa muraille. Les troncs proches brillaient comme du bronze à la lueur du feu. Au-delà, l'obscurité, et autant qu'ils pouvaient en juger, un silence de mort. Derrière eux, une légère bouffée de vent souleva une feuille, la fit frémir, puis la reposa doucement, sans déranger les autres. On aurait dit qu'un million de causes invisibles s'étaient combinées pour produire cet unique effet visible. Une autre vie palpitait autour d'eux, puis disparaissait. Défago se retourna brusquement. La pâleur de son visage avait viré au gris sale. « J'ai jamais dit que j'avais entendu ou senti quoi que ce soit. Je faisais juste un tour d'horizon, si on veut. C'est toujours une erreur de poser une question trop tôt. » Puis, avec un effort visible, il ajouta d'une voix plus naturelle. « Tu as des allumettes, Simpson. » Et il se mit à allumer la pipe qu'il avait à peine remplie avant de commencer à chanter. Sans dire un mot de plus, ils se rassirent près du feu. Défago changea de place pour faire face à la direction du vent, car même un novice aurait pu s'en rendre compte. Il se plaça de manière à pouvoir entendre et sentir tout ce qu'il y avait à entendre et à sentir. Et puisqu'il tournait maintenant le dos à la forêt pour faire face au lac, il était évident que ce n'était pas quelque chose venant des bois qui avait déclenché cette alerte soudaine dans ses nerfs extraordinairement affûtés. « Je crois que je n'ai plus envie de chanter. Cette chanson me rappelle des souvenirs. Pas très bons. J'aurais pas dû la commencer. Ça me donne des idées, tu vois. » Il était clair qu'il luttait encore contre une émotion profonde. Il cherchait à se justifier aux yeux de l'autre, mais son explication n'était qu'une partie de la vérité. C'était un mensonge, et il savait parfaitement que Simpson n'était pas dupe. Car rien ne pouvait expliquer cette terreur livide qui avait envahi son visage lorsqu'il avait flairé l'air, et rien, ni le feu flamboyant, ni la conversation banale, ne pouvait rendre ce camp semblable à ce qu'il était auparavant. L'ombre d'une horreur inconnue, visible sans être comprise, avait traversé le visage et les gestes du guide, et elle s'était aussi communiquée plus vaguement mais plus puissamment encore à son compagnon. Les efforts visibles du guide pour dissimuler la vérité ne faisaient qu'aggraver les choses. De plus, Simpson se sentait incapable de poser des questions et totalement ignorant de la cause. Les Indiens, les animaux sauvages, les incendies, tout cela était hors de question. Son imagination travaillait sans relâche, mais en vain. Et pourtant, après un long moment passé à fumer, parler et à se réchauffer devant le feu, l'ombre qui avait envahi leur camp semblait peu à peu se dissiper. Peut-être les efforts de Défago y contribuèrent-ils, ou son retour à une attitude normale.
Peut-être Simpson lui-même avait-il exagéré les faits, ou peut-être l'air vigoureux de la nature sauvage possédait-il ses propres vertus apaisantes. Quoi qu'il en soit, l'impression d'horreur immédiate s'évanouit aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Simpson commença à se dire qu'il s'était laissé gagner par une peur enfantine. Il attribua cela à l'excitation subconsciente que suscitait ce paysage immense, à la solitude et à la fatigue. La pâleur du guide restait difficile à expliquer, certes, mais cela pouvait être un effet du feu ou de son imagination. Il lui accorda le bénéfice du doute. Il était écossais. Quand une émotion inhabituelle disparaît, l'esprit trouve toujours 1000 façons d'en expliquer les causes. Simpson alluma une dernière pipe et tenta de rire en lui-même. Une fois rentré en Écosse, cela ferait une bonne histoire. Il ne se rendait pas compte que ce rire était le signe que la peur persistait encore en lui, car le rire est souvent la façon d'un homme effrayé, tenté de se convaincre qu'il ne l'est pas. Defago, cependant, entendit ce rire et leva la tête avec surprise. Les deux hommes se levèrent, côte à côte, remuant les braises, avant d'aller se coucher. Il était 10 heures, une heure tardive pour des chasseurs. « Qu'est-ce qui te fait rire ?»« Je pensais à nos petites forêts chez nous, et je les comparais à tout ça. » Un silence suivit. « Malgré tout, je ne rirai pas à ta place. Il y a des endroits là-dedans où personne n'ira jamais. Et personne ne sait ce qui y vit non plus. Trop vaste, trop lointain. » La suggestion du guide était immense et terrible. Defago hocha la tête, son visage s'assombrit. Simpson comprit alors que dans une région aussi vaste, il pouvait exister des profondeurs de forêt que personne ne verrait jamais. Cette pensée ne lui plut guère. D'une voix forte et volontairement enjouée, il déclara qu'il était temps d'aller se coucher. Mais le guide traînait, remuant le feu, arrangeant inutilement les pierres, faisant 1000 gestes inutiles. Il semblait vouloir dire quelque chose, sans parvenir à s'y résoudre. « Dis donc, Simpson, tu ne sens rien, hein? Rien de particulier ?» Un frisson parcourut le dos du jeune homme. Rien que l'odeur du bois brûlé. Et toute la soirée, t'as rien senti? Rien d'extraordinaire, rien de différent de tout ce que t'as jamais senti avant? Non, voyons, rien du tout. Tant mieux. Tant mieux d'entendre cela. Et toi? Tu as senti quelque chose? Je suppose que non. Ça devait être juste cette chanson, celle qu'ils chantent dans les camps de bûcherons et dans les endroits perdus comme celui-ci, quand ils ont peur que le Wendigo rôde dans les environs, en train de faire ses tournées rapides. Et qu'est-ce que c'est que le Wendigo? Il savait qu'il touchait au cœur de la peur du guide, et pourtant une curiosité irrépressible l'emporta sur sa prudence. Defago se tourna brusquement vers lui comme s'il allait hurler. Ses yeux brûlaient, sa bouche était entr'ouverte, et tout ce qu'il dit, ou plutôt qu'il murmura, car sa voix était très basse, fut « Ce n'est rien. Rien que ce que croient ces types quand ils ont trop bu. Une sorte de grosse bête qui vit là-haut. Rapide comme l'éclair, plus grande que tout dans le bois, et pas très belle à voir, paraît-il, c'est tout. » Une superstition de bûcheron, commença Simpson, en se dirigeant vers la tente, cherchant à se dégager de la main du guide qui lui avait saisi le bras. « Allons, dépêche-toi pour l'amour du ciel et allume la lanterne. Il est temps de dormir si on veut se lever au lever du jour. »« J'arrive. » Après un léger retard, il entra avec la lanterne et l'accrocha à un clou du mât de la tente. Les ombres de 100 arbres changèrent brusquement de place, et lorsqu'il trébucha sur une corde en entrant précipitamment, toute la tente trembla, comme sous une rafale de vent. Les deux hommes s'allongèrent sans se déshabiller sur leur lit de branches de sapin soigneusement arrangées. À l'intérieur, tout était chaud et confortable.
Mais à l'extérieur, le monde des arbres serrés semblait les encercler, rassemblant leurs millions d'ombres autour de la petite tente blanche comme une coquille face à l'océan immense de la forêt. Et entre eux, à l'intérieur, une autre ombre s'était glissée. Une ombre qui n'appartenait pas à la nuit. C'était l'ombre de cette peur étrange, jamais totalement dissipée, qui avait saisi Defago au milieu de sa chanson. Et Simpson, allongé là, regardant l'obscurité par l'ouverture de la tente, prêt à sombrer dans le sommeil, ressentit d'abord ce silence profond et unique de la forêt primitive, lorsque rien ne bouge, lorsque la nuit semble avoir un poids, une substance qui pénètre l'âme et l'enveloppe comme un voile. Puis il s'endormit. Du moins, c'est ce qui lui sembla, car il était encore conscient du clapotis de l'eau juste devant la tente lorsqu'il réalisa qu'il avait les yeux ouverts, et qu'un autre bruit s'était glissé entre le murmure des vagues. Bien avant de comprendre ce que c'était, ce bruit éveilla en lui un mélange de pitié et d'angoisse. Il écouta attentivement, mais d'abord en vain, car le sang battait trop fort à ses oreilles. Cela venait-il du lac ou de la forêt ? Puis soudain, avec un sursaut du cœur, il comprit que le bruit venait de tout près, dans la tente même. Et en se tournant, il l'identifia clairement, à moins d'1 mètre de lui. C'étaient des bruits de sanglots. Defago, sur son lit de branches, pleurait dans l'obscurité comme si son cœur allait se briser, ses couvertures serrées contre sa bouche pour étouffer le son. Et la première réaction de Simpson, avant toute réflexion, fut une immense vague de compassion. Ce son humain, intime, au milieu de cette désolation, éveillait la pitié. C'était si incongru, si douloureusement incongru et si vain. Des larmes dans cette immensité cruelle. À quoi bon ? Il pensa à un enfant pleurant au milieu de l'Atlantique. Puis bien sûr, avec la compréhension et le souvenir des événements précédents, la peur descendit sur lui et son sang se glaça. « Defago ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as mal ? Tu es malheureux ?» Les sanglots cessèrent brusquement. Il tendit la main et le toucha, et le corps ne bougea pas. « Tu es réveillé ? Est-ce que tu as froid ?» Il remarqua que ses pieds, découverts, dépassaient de la tente. Il rabattit une couverture supplémentaire sur eux. Le guide avait glissé dans son lit, entraînant les branches avec lui. Il n'osa pas le remettre en place, de peur de le réveiller. Il posa encore quelques questions à voix basse, mais aucune réponse ne vint. Au bout d'un moment, il entendit sa respiration régulière et sentit, en posant sa main sur sa poitrine, le mouvement calme du souffle. « Réveille-moi, si quelque chose ne va pas. Si tu te sens bizarre. » Il ne savait quoi dire. Il se rallongea en réfléchissant à ce que cela pouvait signifier. Defago avait pleuré en rêve, un cauchemar sans doute. Mais jamais il n'oublierait ce son, et l'impression que toute la forêt écoutait. Son esprit s'attarda longtemps sur les événements récents dont celui-ci faisait désormais partie, et bien que sa raison parvint à écarter les idées inquiétantes, une sensation persistait profondément ancrée, étrange, au-delà de l'ordinaire. Mais le sommeil, à la longue, triomphe de toutes les émotions. Ses pensées s'égarèrent de nouveau. Il était chaud, extrêmement fatigué. La nuit l'apaisait et l'enveloppait, émoussant les arêtes du souvenir et de l'angoisse. Une demi-heure plus tard, il avait perdu toute notion du monde extérieur. Et pourtant, dans ce cas, le sommeil était son ennemi, dissimulant toute approche, étouffant les avertissements de ses nerfs. Comme dans certains cauchemars où les événements se succèdent avec une impression terrible de réalité, mais où un détail incohérent trahit l'ensemble comme incomplet ou déguisé, ainsi les événements qui suivirent, bien qu'ils se soient réellement produits, donnèrent à son esprit l'impression qu'un élément manquait pour les expliquer, et qu'il n'était donc que partiellement vrai, le reste n'étant qu'illusion. Au fond de l'esprit du dormeur, quelque chose restait éveillé, prêt à murmurer « Tout cela n'est pas tout à fait réel. Quand tu te réveilleras, tu comprendras. » Et c'est ainsi que Simpson les vécut. Les faits eux-mêmes n'étaient pas totalement incompréhensibles.
mais ils lui apparurent comme une suite d'horreurs froides et disjointes, parce que la pièce manquante du puzzle restait cachée. Autant qu'il puisse s'en souvenir, ce fut un mouvement brusque se dirigeant vers la sortie de la tente qui le réveilla et lui fit prendre conscience que son compagnon était assis tout droit à côté de lui et tremblant. Plusieurs heures s'étaient écoulées, car c'était la pâle lueur de l'aube qui dessinait sa silhouette contre la toile. Cette fois, l'homme ne pleurait pas, il tremblait comme une feuille. Simpson sentait ses secousses à travers les couvertures, le long de son propre corps. Les fagots s'étaient rapprochés de lui comme pour se protéger, se reculant devant quelque chose qui semblait se cacher près de l'ouverture de la tente. Simpson cria alors quelque chose d'une voix forte. Il ne se souvenait plus quoi, mais l'homme ne répondit pas. Une atmosphère de cauchemar pesait sur lui, rendant le mouvement et la parole difficiles. Il ne savait même plus où il était. Dans un ancien camp, ou peut-être chez lui, à Aberdeen. Puis presque au même instant, le silence profond de l'aube fut brisé par un son extraordinaire. Il surgit sans avertissement. Une voix. Simpson affirme qu'elle pouvait être humaine, rauque, plaintive, une voix douce mais puissante, semblant venir de juste au-dessus de la tente. Immense en volume et pourtant étrangement pénétrante et séduisante. Elle résonnait en 3 appels distincts, qui ressemblaient vaguement mais reconnaissablement à un nom. Il ne pouvait pas la décrire correctement. Elle combinait des qualités opposées. Une sorte de voix de vent qui pleure, dira-t-il plus tard, quelque chose de solitaire, sauvage et d'une puissance abominable. Avant même qu'elle ne s'éteigne dans le silence, les fagots bondit sur ses pieds avec un cri incompréhensible. Il heurta violemment le mât de la tente, la faisant trembler, étendit les bras comme pour fuir, et se dégagea des couvertures. Et en une seconde, avant que Simpson ne puisse réagir, il plongea hors de la tente et disparut. Et tandis qu'il s'enfuyait à une vitesse incroyable, sa voix s'éleva. Simpson se rappela de ce qu'il disait. « Oh, mes pieds de feu, mes pieds brûlants, cette hauteur, cette vitesse. » Puis le son s'évanouit dans le lointain. Le silence retomba. Simpson resta figé. Tout s'était passé si vite qu'il aurait pu croire à un cauchemar, si ce n'était pour le lit vide à côté de lui. Les couvertures étaient encore chaudes, la tente tremblait encore, et ces mots résonnaient encore dans son esprit. Puis il aperçut autre chose, une odeur étrange, pénétrante, qui envahissait la tente. Et c'est cela plus que tout qui lui rendit ses esprits. Il se leva lui aussi d'un bond et sortit. La lumière grise de l'aube tombait, froide entre les arbres, révélait assez clairement les lieux. Nathan se dressait derrière lui, trempé de rosée, les cendres sombres du feu encore tièdes, le lac blanchâtre sous un voile de brume, les îles s'y dressant comme enveloppées de laine, et au-delà des plaques de neige dans les clairières de la forêt. Tout était immobile, glacé en attente du soleil. Mais aucune trace du guide disparu, qui fuyait sans doute encore à toute vitesse à travers les bois gelés. Pas même le bruit de ses pas. Rien. Rien que la sensation persistante de sa présence récente et cette odeur pénétrante, omniprésente. Elle aussi, cependant, disparaissait rapidement. Malgré son trouble extrême, Simpson s'efforça d'en déterminer la nature. Mais saisir une odeur inconnue est une opération subtile, et il échoua. Elle était déjà partie. Il resta là, près du feu, frappé d'une stupeur terrifiée. Un sentiment d'horreur extérieure planait sur toute l'affaire, puis un souffle de vent traversa la forêt. Quelques feuilles tombèrent. Le ciel sembla s'éclaircir. Il sentit de froid sur sa peau, et comprit enfin qu'il était seul dans la forêt, et qu'il devait agir immédiatement. Mais il agit mal. Comme tout homme inexpérimenté, il se mit à courir en tous sens, en criant le nom du guide.
Les arbres lui renvoyaient son appel, plus doux mais tout aussi vide. Il suivit des traces, les perdit et cria jusqu'à en être enroué. Sa propre voix finit par l'effrayer. La panique grandit. Épuisé, il retourna finalement au camp, miraculeusement. Il fit du feu, mangea, et un café chaud lui rendit un peu de lucidité. Il se ressaisit, décida de chercher méthodiquement, puis, si nécessaire, retourner au camp principal, chercher de l'aide. Il repartit. Très vite, il trouvera des traces dans la neige, celles d'un grand animal, et à côté celle de Defago. Un immense soulagement l'envahit, peut-être du gibier, peut-être une explication simple, mais cette idée s'effondra aussitôt. Aucun guide n'aurait agi ainsi, et ces traces, ce n'étaient pas celles d'un animal. Elles étaient rondes, massives, sans sabots. Un frisson le parcourut, et en se penchant pour les examiner, il sentit de nouveau l'odeur, plus faible, mais réelle. Puis un souvenir lui revint. Les pieds de Defago dépassaient de la tente, le corps comme tiré vers la sortie. Sa peur. La forêt sembla se refermer sur lui, mais il continua, par courage et par volonté. Et alors quelque chose d'impossible apparut. Les traces devenaient énormes, des bonds immenses, presque irréels, 18 pieds entre deux empreintes. Et celle de Defago changeait aussi. Elle s'allongeait, s'agrandissait comme si la créature l'emportait avec elle. Puis les traces s'arrêtèrent, nettes, plus rien, nulle part, et c'est là que tout bascula. Au-dessus de lui, dans le ciel, une voix faible et lointaine, la voix de Defago. C'est de hauteur, mes pieds de feu. Simpson lâcha son fusil. Le monde bascula. La panique de la forêt venait de l'atteindre. Il courut, à plat, sans direction, sans raison, comme un fou. Jusqu'à ce que, épuisé, il abandonne. Pendant longtemps, il erra encore, cherchant, appelant, poursuivant cette voix qui semblait se déplacer au-dessus de lui dans le ciel. Mais elle ne revint pas. Finalement, dans l'après-midi, il se résolut à abandonner cette poursuite inutile et à regagner le camp au bord de 50 Island Water. Même alors, il s'éloigna à contre-cœur, la voix résonnant encore dans ses oreilles. Il retrouva avec difficulté son fusil, puis le sentier du retour. L'effort nécessaire pour suivre les marques qu'il avait laissées sur les arbres et la faim qui le tenaillait l'aidèrent à reprendre le contrôle de lui-même. Peu à peu, son esprit retrouva un semblant d'équilibre. Mais le retour à travers la forêt assombrie fut hanté. Il entendait des pas derrière lui, des murmures, des rires étouffés. Il croyait voir des formes accroupies derrière les arbres, attendant qu'il passe. Le moindre bruit le faisait sursauter. Il avançait furtivement, essayant de faire le moins de bruit possible. Les ombres, autrefois protectrices, étaient devenues menaçantes. Une menace invisible pesait sur lui. Malgré tout, il tint bon. Il ne dormit pas. Toute la nuit, il resta assis près du feu, le fusil à la main, attendant. À l'aube, il partit, direction le camp principal. Le voyage fut terrible, mais il y parvint. Et lorsque son canot toucha enfin la rive, tard dans la nuit, Hank, Punk et le docteur accoururent. Simpson était brisé. La présence de son oncle eut un effet immédiat. Le monde reprit une forme rationnelle. Le réel revint. Il raconta son histoire, mais pas toute. Il parla de la folie, d'un appel, d'une fuite. Mais il cacha la voix, les mots, les empreintes impossibles. Son oncle écouta, puis expliqua. Hallucination, fatigue, isolement. Peut-être un gibier, conclut-il.
Mais une chose résistait à toute explication. Il s'agissait de l'odeur. Et Simpson le savait. Le lendemain, ils repartirent tous ensemble. Simpson parla davantage du Wendigo, de la peur et de l'odeur. Mais il omit encore certains détails, et son oncle, sûr de lui, reconstruisit une explication rationnelle. Mais au fond, il savait que quelque chose ne collait pas. Ils arrivèrent enfin au camp. La tente était là, mais rien d'autre. Ils cherchèrent longtemps, mais ne trouvèrent rien. La neige avait effacé les traces. Le silence était total. Ils comprirent. Defago était perdu, peut-être mort. Mais ils décidèrent de chercher encore. Et cette nuit-là, autour du feu, ils parlèrent. Ils parlèrent du Wendigo, d'une voix qui appelle, qui attire, qui emporte. Hank parla d'Indiens devenus fous. Ils disent qu'ils ont vu le Wendigo. Le silence devint insupportable. Alors ils parlèrent encore, pour ne pas penser, pour ne pas écouter, car au fond d'eux ils savaient. Puis Hank se leva brusquement et hurla dans la nuit, un cri terrible. Defago. Silence. Puis quelque chose passa dans le ciel, immense, et une voix tomba. Mes pieds sous le feu. Le même cri. Le même. Cette fois, tous entendirent, et quelque chose tomba dans la forêt, lourdement. Puis des pas qui approchaient lentement vers eux, et aucun d'eux ne se décida à bouger. Puis enfin, l'obscurité, après cette attente interminable, livra ce qu'elle portait, une forme. Elle avança lentement dans la zone incertaine où se mêlaient lumière du feu et ombre, à moins de 3 mètres d'eux, puis s'arrêta, les fixant. L'instant d'après, elle fit encore un pas avec un mouvement saccadé, presque mécanique, et entra pleinement dans la lumière. C'était un homme, et cet homme semblait être Defago. Une horreur visible passa alors sur les visages des 3 hommes, comme une peau invisible qui se tendait sur leurs traits. Ils regardaient, mais au-delà du réel. Defago s'approcha. Sa démarche était instable. Il arriva près d'eux, puis tourna brusquement la tête vers Simpson et plongea ses yeux dans les siens. Sa voix sortit de sa bouche. « Me voilà, Simpson. J'ai entendu quelqu'un appeler. » Une voix sèche, usée, essoufflée. « J'ai fait un sacré voyage. » Ce rire brisa quelque chose. Hank bondit en avant, jurant violemment. Le docteur suivit, mais Simpson lui resta figé. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas Defago. « C'est bien toi, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que oui !» s'écria le docteur, trop vite, trop fort. Mais son ton le trahissait, car la chose assise près du feu n'était plus vraiment un homme. Son visage était déformé, tiré, désarticulé, comme étiré par des forces impossibles. Sa peau pendait. Ses traits étaient faux, comme un masque, prêt à tomber. Et une odeur flottait toujours. Cette odeur. Et Simpson eut une pensée terrible. Quelque chose était à l'intérieur de ce corps. Hank recula, puis s'écria. « Ce n'est pas Defago. Ce n'est pas lui. » Puis il s'effondra. Le docteur tenta de garder le contrôle. « Defago, dis-nous ce qu'il s'est passé. » Le silence. Puis, la chose répondit. « J'ai vu le Wendigo. »
J'étais avec lui. Et soudain, depuis la tente, Hank s'écria. Ses pieds! Regardez ses pieds! Tous regardèrent, et ce qu'ils virent, personne ne le décrivit jamais vraiment. Seulement une chose, ce n'étaient plus des pieds humains. Le docteur se jeta en avant et les couvrit aussitôt, mais c'était trop tard. Défago se leva. Son visage changea encore, devint mauvais. Maintenant, vous avez vu. Mais, brûlant. Puis un vent violent s'abattit sur le camp. Les arbres rugirent, le feu se plia. Quelque chose entoura le camp, quelque chose d'invisible, mais d'immense. Défago arracha les couvertures, se tourna et s'enfuit encore dans la nuit. Et sa voix monta loin, très loin. Puis, silence. Le Wendigo l'avait repris. Le docteur Cathcart, retrouvant soudain toute sa maîtrise, et par là même celle des autres, eut juste le temps de saisir Hank violemment par le bras, alors que celui-ci s'élançait dans la forêt. « Mais je veux savoir, je veux voir. Ce n'est pas lui du tout, c'est quelque chose qui a pris sa place. » D'une manière ou d'une autre, il avoua plus tard ne jamais avoir compris comment le docteur réussit à le retenir et à le calmer. Il sembla alors atteindre cet état où la réaction permet à la volonté de reprendre le dessus. En tout cas, il sut gérer Hank avec une remarquable autorité. C'est Simpson, cependant, qui donna le plus de soucis. Jusqu'alors admirablement maître de lui-même, la tension accumulée le fit sombrer dans une hystérie plaintive. Il fallut l'isoler, l'allonger sur un lit de branches et de couvertures, aussi loin que possible de Hank. Et là il resta toute la nuit, murmurant des phrases incohérentes de ses couvertures. Des mots sur la vitesse, la hauteur, le feu, mêlés à des fragments de textes religieux. Des gens avec des visages brûlés arrivent à toute vitesse, gémissait-il, puis soudain il se redressait, il écoutait. Ils sont terribles, dans le désert, les pieds de ceux qui... Et son oncle venait alors le calmer. L'hystérie passa. Comme pour Hank, le sommeil les sauva. Jusqu'à l'aube, le docteur monta la garde. Son visage était livide, ses yeux creusés, une terreur intérieure combattait sa volonté. Au matin, il fit du feu, prépara le petit déjeuner et réveilla les autres. Et à 7 heures, ils partirent. 3 hommes, brisés, mais encore debout. Ils parlèrent peu. Hank fut le premier à retrouver un semblant de normalité, le plus simple, le plus direct. Le docteur lutta davantage. Simpson, lui, tenta de comprendre. Il pensa à quelque chose de primitif, quelque chose d'ancien, quelque chose d'antérieur à l'homme. Une force, une puissance sauvage, quelque chose qui existait encore, caché, et qui avait émergé. Le docteur, lui, resta prudent. Mieux vaut ne pas chercher à tout savoir. Mais une chose persistait, l'odeur, toujours inexpliquée. Ils atteignirent le camp principal au crépuscule, mais il n'y avait pas de feu, pas de punk. Hank cria et courut vers le foyer. Et là, ils le trouvèrent. Défago, le vrai, assis, en train d'essayer d'allumer un feu. Mais il n'était plus là, pas vraiment. Son corps était là, mais son esprit avait disparu. Il ne reconnaissait personne, ne comprenait rien. Il obéissait comme un enfant, ou pire. Et il faisait une chose terrible. Il mangeait de la mousse. Il vomissait, se plaignait, ses pieds brûlaient. Le docteur les examina, des engelures graves. Ses yeux avaient saigné et il ne se souvenait de rien. Rien.
ni du Wendigo, ni de la forêt, ni de lui-même. Defago mourut quelques semaines plus tard, comme une coquille vide, et Punk, lui, confirma une dernière chose. Avant que Defago n'apparaisse, il y avait une odeur similaire, la même. À cet instant, le vieux Punk commença les préparatifs du départ. Il était mu par la terreur de centaines d'années d'histoire et des souvenirs de ses ancêtres. Il savait ce que cela voulait dire. Defago avait vu le Wendigo. Leave them in the desert to die like dogs. Dang. So, you live again, dead woman. Yeah. This land does not love men. You are marked. You cannot cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Panaka? I keep thinking this is his ass! Live. Love. Burn with life. Slay and survive. Let's go for the bunnies! We will meet again, dead woman. Oh, we meet. I'm about to die to a sandstorm. I hope we'll get to meet again soon. Dead! Dead! Yeah, I feel like the audio of this game is kind of like wilder. Some things are very loud, other things are not too loud. Okay. Done. Oh, dang. Oh, dang! The gameplay is quite fine! Dang! That's a freaking fine ass! Dude, what the?